Et tout de suite, place à l'actualité politique en France. Et nous sommes aujourd'hui avec Perrine Tarnot, directrice de l'information à Public Sénat, et Eva Morletto, correspondante de Grazia Italie en France. Ravie de vous retrouver toutes les deux sur le plateau du 64. Bonsoir. Alors on va commencer, comme chaque dimanche, par vos images de la semaine. Perrine, quelle image vous a marqué cette semaine dans l'actualité politique en France ? Eh bien, c'est le retour de l'ultra-droite, de groupes identitaires dans les rues de France. Plusieurs manifestations avaient été interdites ce week-end, mais la manifestation ce samedi soir à Paris a finalement été autorisée par le tribunal de Paris. Voilà, des militants de la droite identitaire chauffés à blanc un peu par tous les discours qu'on a pu entendre à l'extrême droite après l'assassinat de Thomas à Crépol. Éric Zemmour qui parle de francocide, voilà. Reconquête qui fait planer la menace d'une guerre civile en France. Donc le retour de cette ultra-droite dans les rues françaises avec des saluts nazis à peine déguisés, à peine cachés, de violentes diatribes contre les immigrés. La droite républicaine, la droite de gouvernement, les Républicains, n'a pas été tellement en reste puisque Éric Ciotti, cette semaine, a mis quand même plusieurs jours à dénoncer l'expédition punitive du week-end dernier à Romans-sur-Isère. Voilà, Marine Le Pen, elle, reste vraiment en retrait. Elle ne veut pas que ça entache sa dédiabolisation. Elle a d'ailleurs elle-même soutenu la dissolution de plusieurs mouvements d'ultra-droite et ne soutient pas du tout ces manifestations. Eva, quelle est votre image de la semaine ? Moi, c'est plutôt Macron à la COP 28. Et parce que dans cette occasion, il exprime, le président, un double visage. Pourquoi ? Rappelons déjà que cette COP 28 est un peu particulière parce qu'elle se tient à Dubaï. Sur les 70 000 invités et participants, 7 000 proviennent un peu des lobbies pétrolières. Donc, c'est assez singulier. Et ça se tient dans une ville où le bilan carbone par habitant est un des plus élevés. Dans ce scénario-là, on a un Macron qui, quand même, au niveau international, est reconnu pour son engagement écologique. Rappelons que déjà, c'était celui de Make the Planet Great Again, à l'époque où Donald Trump voulait s'extraire des accords de Paris. Et aujourd'hui encore, il a tenu ce discours d'un quart d'heure pour sortir de l'énergie charbon, pour arriver à tripler dans les prochaines années les énergies renouvelables, pour tripler aussi l'énergie nucléaire et les énergies propres avant 2050. Donc il y a cet engagement qui ne correspond pas malheureusement à l'engagement qu'il a en France, où on voit quand même que cette semaine s'est tenu le procès pour les militants de Sainte-Soline, qui s'est conclu avec des condamnations assez lourdes. Et puis aussi, voilà, avec ces discours écologiques qui est souvent délégué à sa première ministre, qui n'est pas affiché clairement, avec peu d'engagement. Et du coup, surtout en ce qui concerne les énergies fossiles, il n'ose pas peut-être froisser les Français qui aiment encore la bagnole, peut-être pour peur de déclencher un autre mouvement similaire à celui des Gilets jaunes. Alors il y a une autre déclaration d'Emmanuel Macron qui n'est pas passée inaperçue à cette COP. Évidemment, le conflit entre Israël et le Hamas s'est invité dans les discussions et Emmanuel Macron s'est montré assez critique à l'égard de la stratégie israélienne dans la bande de Gaza. Il a dit « L'objectif de destruction totale du Hamas pourrait engendrer 10 ans de guerre ». Il est en train d'opérer un virage diplomatique à 180 degrés, Emmanuel Macron ? C'est toujours un peu le « en même temps » d'Emmanuel Macron. Il veut à la fois soutenir Israël dans sa défense et en même temps, il veut pouvoir continuer à dialoguer avec les pays arabes. Donc il a fait cette déclaration, mais ça n'a pas suffi à Emmanuel Macron pour pouvoir réunir autour d'une table, comme il le souhaitait lors d'une réunion, les principaux dirigeants arabes pour justement évoquer et parler du conflit israélo-palestinien. Cette réunion que Emmanuel Macron souhaitait n'a pas pu avoir lieu. Je pense qu'il y a de la part des pays arabes une volonté de faire en sorte de maintenir en fait à distance le camp occidental pour éviter qu'il se mêle le moins possible. Enfin, ça va être difficile de ce conflit israélo-palestinien. En tout cas, il y a une vraie méfiance sur les positions que défendent les Occidentaux, qui est toujours un peu plutôt pro-israélien, même si Emmanuel Macron, là encore, a essayé de faire du en même temps. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, n'a plus de crédibilité dans le monde arabe ? Alors, c'est compliqué, dans le sens que la position de Macron dans ces conflits est particulière. Pourquoi ? Parce que la France, c'est quand même
La nation que la journée du 7 octobre a eu le plus de victimes après Israël, dans le sens qu'on est sur une quarantaine de victimes franco-israéliennes. On a encore aujourd'hui 4 otages binationaux qui sont dans les mains de Hamas. Donc c'était un peu obligé, disons, au début d'avoir cette position qu'il a eue de condamne ferme et de dire on est de manière inconditionnelle avec Israël. Là, la situation a un peu changé parce qu'en effet, la réaction d'Israël a été plus dans un processus presque de vengeance sur la population palestinienne, d'où cette position un peu plus retenue et de doute, dans le sens de clarifier quels sont les objectifs d'Israël, comment on peut penser de détruire Hamas sur un territoire si densément peuplé sans causer un véritable génocide, surtout en sachant quelque chose que, à différence par exemple de quand on combattait Daesh sur le territoire de la Syrie, là on sait très bien que les têtes de Hamas ne sont pas forcément en Palestine, ne sont pas forcément à Gaza, elles sont au Qatar, elles sont ailleurs. Donc voilà comment il va agir Israël sur ce profil-là. C'est une interrogation qui c'était légitime de se poser. En tout cas, ça soulève des interrogations sur le sens que va prendre effectivement la diplomatie française. Alors l'autre sujet qui a fait la une de l'actualité politique cette semaine en France, c'est bien sûr le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, relaxé. Il était jugé, je le rappelle, pour prise illégale d'intérêt, un procès inédit. C'était la première fois qu'un ministre de la Justice en exercice se retrouvait sur le banc des prévenus. Il s'est exprimé juste après sa relaxe, c'était sur France 2. On va écouter tout de suite un extrait de son interview. Moi, je veux tourner la page, même si c'était quelque chose de douloureux, et je veux reprendre le cours ordinaire de mon travail. Je n'ai jamais été en guerre avec qui que ce soit. On s'est nourri d'une expression qui était « il a réglé ses comptes ». La justice a dit ce qu'il convenait, me semble-t-il, de dire. Voilà ce procès, ce qu'il va laisser des traces dans les relations entre Éric Dupond-Moretti et les magistrats, même s'il dit qu'il veut tourner la page. Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est on peut pas dire que Éric Dupond-Moretti n'est pas à la victoire modeste. Voilà, il a été faire plusieurs médias, il s'est longuement exprimé sur cette décision de la Cour de justice. Bien sûr que ça va laisser des traces, ne serait-ce que parce que celui qui a requis 1 an de prison avec sursis contre lui, c'est Rémi Hertz, le procureur général de la Cour de cassation, et que Éric Dupond-Moretti va traiter de plusieurs affaires liées à la justice avec lui. Donc bien sûr, ça va laisser des traces entre le garde des Sceaux et les magistrats. Mais c'est vrai qu'il a envie de renouer un dialogue, il souhaite organiser des réunions avec les syndicats de la magistrature très prochainement. Tant mieux, parce que c'est un peu paradoxal. Éric Dupond-Moretti, il est aussi celui qui a le mieux servi la justice ces dernières années, en termes budgétaires, en termes de postes. Donc là, il y a une situation assez paradoxale, c'est-à-dire qu'il devrait plutôt être acclamé par le monde de la justice, mais il a tellement pris des positions qui étaient dures en tant qu'ancien avocat contre le monde de la magistrature, qu'il s'est mis un peu tout ce petit monde-là, qui est venu d'ailleurs régler ses comptes lors du procès à la Cour de justice, voilà, tout au long de ces 10 jours de procès. Donc on va voir un peu ce que ça va donner à l'avenir. Oui. Et en tout cas, cette Cour de justice de la République, c'est vrai qu'elle est souvent critiquée. Il y a eu quand même des promesses de François Hollande, d'Emmanuel Macron de la supprimer. Cette suppression, elle est plus d'actualité aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si c'est plus d'actualité ou pas, mais je voulais juste rajouter par rapport à Dupond-Moretti, il y aura aussi une grosse souci par rapport au syndicat de la magistrature. Parce que, par exemple, l'Union syndicale des magistrats avait déjà, en juillet 2020, déclaré la nomination de Dupond-Moretti comme une déclaration de guerre. Or là, puisque c'est les syndicats aussi qui l'avaient porté sur les mains des accusés, aujourd'hui, pour eux, c'est le fait qu'il soit relaxé, c'est une véritable défaite, c'est un véritable échec. Et ça ira encore plus endurcir les relations. Tout cela n'est pas du tout souhaitable à un moment où Dupond-Moretti va affronter des dossiers très importants. On sait qu'en 2024 doit être mis en place ce pôle pour combattre les violences intrafamiliales. Il y a le dossier sur la constitutionnalisation du droit à l'avortement. Donc il y a tellement de sujets et de dossiers importants qui risquent d'être mis en danger ou de prendre des ralentissements par rapport à cette question. Moi, je pense que cette affaire a été assez loin comme ça. Je pense que tout le monde maintenant va jouer le jeu de l'apaisement. C'était le sens des propos d'Éric Dupond-Moretti. On voit que c'est le sens aussi des premières déclarations de la part des syndicats de magistrats. Et effectivement, comme vient de le rappeler Eva, il y a suffisamment de dossiers lourds sur la table et de choses à mettre en place, avec encore une fois un budget renforcé
avancer pour que les choses s'apaisent enfin. Mais juste une dernière question pour revenir quand même sur cette CJR. La France Insoumise a demandé, après justement la relaxe d'Éric Dupond-Moretti, sa suppression. La France Insoumise, le parti évoque une juridiction d'entre-soi systématiquement partiale. Est-ce que c'est le cas? Pourquoi partiale? Il faut leur poser la question. Il faut leur poser la question. Non, mais après, effectivement, on peut rappeler comment est composée la Cour de justice de la République. C'est-à-dire, il y a des magistrats et il y a en majorité des parlementaires. Et des parlementaires de tous les bords, puisqu'il y avait notamment Daniel Obono, député La France Insoumise, qui y siégeait. Donc, tous ces parlementaires et les magistrats qui y siégeaient ont pris cette décision ensemble, à la majorité, en fait. Après, la Cour de justice de la République, elle existe pour juger des ministres qui sont en exercice et dans le cadre de l'exercice de leur mission au sein du gouvernement. Donc si ce n'est pas la Cour de justice de la République, il faudra créer un autre mécanisme. Mais en tout cas, ça ne peut pas être la justice ordinaire pour juger de l'action d'un membre du gouvernement. Et enfin, troisième et dernier thème sur lequel je voudrais qu'on revienne, c'est cette altercation qui a éclaté jeudi en commission des lois. C'était lors de l'examen du projet de loi immigration. Le député La France Insoumise, puisqu'on parle de Ugo Bernalicis, a haussé le ton pour réclamer une suspension de séance. On va regarder un extrait de la vidéo et on commente juste après. Jamais la commission des lois ne s'est réunie en même temps pour ça dans l'hémicycle. Vous ne réunirez pas cette commission pour encadrer et examiner les choses. Ou quoi? Dans la question, on s'en fiche. C'est ça. Tu t'en fiches de la collègue qui est pour Voilà, le son n'est pas très bon, mais il a quand même eu des mots très forts. Il faudra employer la force physique si vous voulez me virer de cette commission, a-t-il déclaré. D'abord, pourquoi ce député s'est-il mis dans une telle colère? Alors, tant qu'italienne, je suis assez habituée à voir des scènes similaires. C'est ça que je vous pose la question. Voilà. Notamment le parti de l'actuelle première ministre, Fratelli d'Italia, a été protagoniste de beaucoup de scènes similaires à partir de l'époque du Covid-19, quand on a imposé le pass sanitaire, etc. Donc, d'avoir des confrontations comme ça, très, très virulentes au sein des institutions. Donc, pour moi, c'est pas étranger, mais dans ces cas-là, c'est qu'il y a un vrai dommage, c'est qu'en fait, au-delà du fait qu'il ait raison ou pas, on a oublié, et c'est pour moi, tant qu'étrangère habituée à le voir dans mon pays, et tant que j'ai vu que le respect pour les institutions en France était quand même plus fort, de voir cette scène-là me montre aussi que là aussi, en fait, on a une position qui n'est plus à la hauteur. Je veux dire, quand on a un rôle politique, on devrait se positionner dans une hauteur qui va au-delà du fait d'avoir raison ou tort et de savoir assumer la responsabilité de sa propre position pour donner l'exemple. Et là, on est loin de l'exemplarité. Et en tout cas, il a été sanctionné pour cela. Alors, au-delà de cet incident, le projet de loi immigration a été adopté par la commission des lois de l'Assemblée dans une version qui a été donc remaniée par rapport à celle adoptée par le Sénat. Pour Gérald Darmanin, c'est un soulagement, une nouvelle étape vient d'être franchie. Oui, c'est une étape, mais on est loin de l'aboutissement final autour de ce projet de loi. Pour l'instant, effectivement, une version est sortie de la commission des lois. On va voir à partir du 11 décembre ce qui va se passer dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Il y a une espèce de grand écart que doit jouer Gérald Darmanin entre, d'une part, la droite. Il faut qu'il arrive à avoir des voix des Républicains. Il doit aussi contenir la gauche de la Macronie, donc la gauche des députés Renaissance. Il faut qu'il arrive à mettre tout le monde d'accord sur ce texte. Ça semble une mission quasiment impossible. Ils sont revenus en commission à l'Assemblée nationale sur l'aide médicale d'urgence. Ils ont refait une aide médicale d'État. C'était un des points très sensibles pour les Républicains. Donc il va falloir voir ce que ça va devenir après dans l'hémicycle. Et puis le fameux article 3 autour de la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Là aussi, ça va être vraiment l'article à suivre lors de la discussion à l'Assemblée nationale. Et on va évidemment continuer de suivre cela. Je pense qu'on aura d'autres occasions d'en reparler sur le plateau du 64. Le texte, je précise qu'il sera débattu dans l'hémicycle à partir du 11 décembre. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été sur le plateau du 64 et je vous dis à très bientôt.